Aujourd'hui, nous accueillons le collectif Vélo du Mantois qui a proposé cet après-midi le film COP29 Bike Ride, co-réalisé. Merci, co-réalisé par Guillaume Autrage. Et je vais passer la parole à Pablo Bernard du collectif Vélo du Mantois pour nous en dire un petit mot. Bonjour tout le monde. Tout d'abord, on remercie le collectif 12 de nous accueillir pour cette seconde édition des Saisons de la Transition. On est toujours très heureux d'être là et d'organiser ce moment d'échange, de rencontre avec les différentes associations du Mantois et donc de parler de ce qui nous passionne au collectif Vélo du Mantois, le vélo. Et donc on a organisé cette petite rando tout à l'heure qui était très agréable et donc cette randonnée, ce qu'on organise et puis la projection, ça nous permet de parler vélo et de réaffirmer que le vélo est un sujet pluriel, qu'on peut parler d'urbanisme, qu'on parle de transition écologique, de santé publique, d'économie et de politique, puisqu'en ce moment aussi c'est l'enjeu d'essayer de convaincre les candidats pour qu'ils prennent en considération le vélo comme outil d'amélioration du quotidien. Donc, pour parler un peu de ce qu'on fait. Donc aujourd'hui, on va parler de vélo en tant comme outil d'amélioration du quotidien, mais aussi comme voyage, comme vecteur de voyage et d'aventure, Guillaume, tu as réussi à allier le militantisme et le voyage à vélo, et donc je te laisse présenter le film qui va être projeté. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été là et merci d'avoir participé à la randonnée. Je te laisse la parole. Merci beaucoup Pablo. Bonjour à tous et à toutes. Donc je m'appelle Guillaume Autrage. Je suis en fait l'un des créateurs de ce que vous allez voir, qui est à la fois un film et puis une initiative. Je voulais peut-être revenir un peu sur la genèse et ma présence ici. En fait, ça a démarré la relation entre le COP Bike Ride, dont je vais vous parler aujourd'hui, et puis le collectif Vélo du Mantois a démarré l'an dernier. En fait, on était dans la deuxième édition du COP Bike Ride, qui n'est pas couverte par le film, parce que là, c'est un autre film qui est en cours de réalisation. Mais en tout cas, nos chemins se sont croisés avec le collectif Vélo du Mantois, à l'occasion donc de cette deuxième édition, où en fait, on partait de Paris et on allait en fait à destination de Belém au Brésil pour la COP. Et donc, c'était ce qu'on appelait une branche de notre initiative à vélo. Donc, le concept, de façon globale, en fait, ça consiste à aller de COP en COP, en portant un message pour le développement du vélo, pour la transition écologique. Donc on a pris ce focus-là. Il y a plein de raisons de faire du vélo, on y reviendra après, mais en tout cas, c'est celle qu'on porte. Et donc l'an dernier, en fait, on était parti de Paris et à la direction de Belém, en passant par Le Havre, et on est passé par Mantes-la-Jolie. Et donc à cette occasion, ça a été l'occasion de la rencontre. Donc Pierre nous a hébergés bien gentiment, je crois qu'on était une petite dizaine à partir en direction du Havre, et dont certains allaient partir pour le Brésil. Alors après la fin de l'histoire, je vous la raconterai, mais ça ne s'est pas passé tout à fait comme prévu sur cette branche. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a quand même des gens qui sont parvenus à la COP au Brésil l'an dernier, donc ça c'était bien. Et en tout cas, c'est là que ça a créé la relation entre le COP Bike Ride et puis le collectif Vélo du Mantois, qui est, je pense, vraiment typique et vraiment typique dans le bon sens en fait de ce qui est fait sur le plan associatif en France au niveau du vélo. En fait, nous on existe en tant qu'initiative, on va dire trans-pays ou internationale. On n'existe que par les leviers locaux et l'existence de tous ces relais locaux qui sont en chemin, toutes ces associations. Et en fait, le collectif Vélo du Mantois, c'est vraiment ça, c'est une envie de mettre en avant le vélo, c'est toute cette démarche volontaire et puis les membres qui en font partie. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important dans la dynamique du vélo, à la fois donc, au plan local, régional, national et puis international. Donc merci le collectif Vélo du Mantois pour votre accueil. Et puis donc on va passer un moment ensemble à vous parler donc, du COP Bike Ride.
Alors, donc là, j'ai parlé de la genèse entre le COP Bike Ride et le collectif Vélo du Mont-Toit, puis je vais vous parler un peu sur la genèse de cette initiative. Et en fait, elle vient, cette initiative, remplir un peu un coin aveugle de ce qui est en fait de la transition écologique. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, au plan mondial, donc au niveau des COP, donc les conférences climat, en fait, quand on regarde les plans climat des pays au COP, on s'aperçoit que dans ces plans climat, en fait, il n'y a que 17% des plans climat qui mentionnent le vélo comme un élément de la transition écologique. Alors, ils parlent de plein de choses, ces plans climat. Ils parlent de voitures électriques, ils parlent de choses douteuses comme les carburants responsables pour les avions. Enfin, il y a plein de choses, mais le vélo n'y apparaît que rarement. Et en fait, ça, c'est vraiment un angle qui est un peu obscur et qu'on souhaite développer. Et pourquoi ça? Parce que le vélo, et on va en parler dans ce film, le vélo, c'est un moyen extraordinaire de réduire son empreinte carbone. Quand on regarde les petits gestes qu'on peut faire, alors on peut arrêter de manger autant de viande rouge, ça c'est certainement un petit geste important, mais en tout cas le vélo, et prendre son vélo pour aller au travail, ou prendre son vélo pour des trajets courts, c'est un petit geste qui est considérable et qui est dans le top des petits gestes éco-responsables. Donc le vélo sert à la transition écologique, et le vélo, en fait, quand on regarde aussi en termes d'investissement et de durée, en fait, c'est quelque chose qui est rapide à mettre en place et qui se met en place aussi à des coûts modérés pour les responsables politiques. Et ça devrait être finalement dans la panoplie de tous les pays qui souhaitent réussir leur transition. Et malheureusement, ce n'est pas systématique du tout quand on regarde à la fois au niveau des plans de ces pays, et quand on le regarde aussi dans les politiques qui sont faites. Alors, ça c'est quelque chose qui, et encore une fois pour parler de genèse, qui moi m'a interpellé, parce que en fait, je suis élu dans une commune de la région parisienne. Ouais, je vous laisse citer Meudon. Et donc, en fait, je m'occupe des mobilités douces dans cette commune. Et donc, et effectivement, les mobilités douces sont rattachées à l'environnement. Et en fait, c'est un levier qui est important, c'est un levier sur lequel on se bat au niveau de la commune. Et en fait, j'ai réalisé à ce moment-là, et on va dire que c'était il y a 6 ans, que en fait, c'est très inégal, l'implémentation qui est faite de ce moyen de transport est très inégale si on compare une commune à l'autre. Il y a des exemples qui sont très connus, comme celui de Paris, et qui, en fait, finalement, le super exemple à l'échelle européenne et même mondiale de transition d'une ville vers le vélo. Donc il y a des superbes réussites. Et quand on regarde par contraste, il y a des zones d'ombre, il y a des zones sur lesquelles rien n'est fait pour le vélo, que ce soit sur le plan local, régional ou national. Donc il y a un énorme contraste, et là c'est quelque chose qui m'a saisi, où je me suis dit, mais c'est incroyable qu'il y ait des très bons élèves et des très mauvais élèves, et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour que les mauvais élèves deviennent des bons élèves. Donc ça c'était une première réalisation, et puis une première prise de conscience. Et puis voilà, j'ai commencé à m'enseigner à ce qu'était en fait aux écarts qu'on pouvait observer sur ces sujets d'implémentation du vélo. Et donc les écarts sont très importants. Donc il y a des pays sur lesquels vous allez avoir. Donc en fait, on mesure la part de vélo, on appelle ça la part modale en fait. Et donc il y a des pays sur lesquels vous allez avoir 0,5% de part modale, et vous avez d'autres pays sur lesquels vous avez 40% de part modale. Donc en fait, vous avez 40% des trajets qui sont faits à vélo. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on peut rendre ça plus uniforme? On peut rendre ça plus uniforme en interpellant le politique sur le sujet du vélo, en l'interpellant sur tous les plans, et là en l'occurrence au plan national et international. Et comment on a choisi de faire ça? Ça, c'est une démarche, et on l'explique un petit peu dans le film, en fait. C'est une démarche qui est venue en 2024, sur laquelle on s'est dit, en fait, on va aller porter ce message auprès de la COP, et on va le porter de façon très symbolique, en allant d'une COP à l'autre à vélo, et on va faire des milliers de kilomètres, et on va être plein de cyclistes pour faire ça, pour aller porter ce message, et que le fait d'avoir fait tous ces kilomètres soit pour nous une espèce de sésame, pour que les politiques nous écoutent, pour que les responsables, les ministres de l'Environnement, ministres des Transports, premiers ministres, etc., qui sont présents à la COP, nous écoutent. Et ça marche bien, vous allez le voir un petit peu dans le film, mais aussi ça marche bien. Je vous raconterai aussi ce que c'est devenu depuis le film. Donc le film raconte 2024.
Il y a eu 2025 depuis, et il va y avoir 2026, et je vais vous parler de tout ça. Et puis on pourra parler, alors le film va démarrer, donc je vais arrêter cette introduction qui est un peu longue. Après le film, on pourra parler de tout ça, on pourra parler aussi des COP, parce que c'est vrai que c'est un sujet qui est... on est toujours déçu par une COP, ça c'est le postulat de base. Mais voilà, on a quand même ce cadre-là, et nous, en tout cas, le COP Bike Ride, on essaie dans ce cadre-là d'en tirer le maximum d'avantages et de faire ce plaidoyer pour le vélo du quotidien, pour le vélo, pour aider à la transition. Voilà, et bien je pense que c'est tout. On échangera dans la deuxième partie, on va regarder le film et puis on discutera ensuite de ces sujets-là. Le premier mois de notre trajet se fait sous de sombres nuages. Une mini-entorse au 3e jour vient compléter la panoplie de blessures de Guillaume, alors qu'il reste encore 6500 km à parcourir. Deux à deux. Je pense qu'on est un peu près bon, on n'a peut-être pas besoin de table d'ailleurs. Comment on fait? On a un micro pour les personnes publiques? Deuxième, je pense. Oui. Il y a un micro. Pour le public, est-ce que je prends ce micro-là? D'accord. Il va te le donner. Il y a un deuxième. Voilà. Eh bien, écoutez, voilà, donc c'était le film de la COP29, COP29 Bike Ride, c'était en 2024. C'était un sacré moment de vie, c'était 5 mois sur le vélo, quasiment que des nuits en bivouac. À la fin, j'avais 2 sacoches et j'étais très bien avec mes 2 sacoches. J'ai eu du mal à me réadapter à plus que 2 sacoches avec toutes mes affaires dedans. Et c'était un sacré moment, la première édition du COP Bike Ride. Voilà, alors dans ce film, on a essayé de faire passer beaucoup de choses. À certains moments, on se dit ça parle trop de politique vélo, pas assez d'aventure. À d'autres moments, on se dit que finalement, on n'aurait pas dû faire 50 minutes, il fallait 1 heure, il fallait plus d'1 heure pour dire tout ce qu'on voulait dire. Donc voilà, donc c'est un parti pris, c'est une approche, c'est
un angle de ce qui s'est passé cette année-là en direction de la COP. Donc vous avez peut-être des questions, peut-être des choses, on va dire des questions ou des commentaires par rapport à ça, parce que c'est un point de vue. Donc voilà, donc je vous laisse un petit peu la parole, et c'est un temps d'échange pour tous, donc si vous voulez intervenir. Courageuse. Déjà, félicitations. Est-ce que j'ai bien compris que des 200 cyclistes, il n'y a que vous deux qui sont arrivés? Oui. D'accord. Et qu'est-ce que étaient les cadres dans lesquels vous avez pu présenter les demandes? Alors en fait, il faut savoir qu'à la COP, en fait, vous avez donc les pays qui discutent entre eux, qui sont les parties à la COP, et qui on va dire, négocient leurs engagements et leurs feuilles de route sur les 5 années à venir. Généralement, c'est des horizons de temps de ce type-là. Et en fait, les pays sont un peu titillés, challengés par des associations, des représentants donc, de la société civile. Et donc ces associations, donc en fait, il y a des espèces de négociations qui se déroulent où il y a, donc les associations font partie de ça, les pays font partie de ça. Et donc le but, c'est de converger à la fin de la COP avec un certain nombre d'engagements qui sont pris. Donc nous, en fait, par rapport à ce dispositif, déjà en 2024, on n'existait même pas en tant qu'association, donc on n'était pas admis à l'intérieur des rangs de discussion. Mais il y a quand même plein de choses qu'on peut faire. Donc, notamment, ce qu'on peut faire, c'est une fois qu'on est dans on va dire cette assemblée, et c'est pour ça qu'à un moment du film, vous voyez, on est très content d'avoir des accréditations pour arriver dans la zone bleue, parce qu'en fait, dans une COP, il y a une zone verte sur laquelle tout le monde peut aller, une zone bleue sur laquelle vous avez les politiques. Et pour nous, c'était très important d'arriver dans la zone où il y avait les politiques pour échanger avec les politiques. Et donc effectivement, vous n'avez pas partie des négociations qui étaient plus, on va dire, à guichet fermé, même à l'intérieur de cette zone bleue, mais on avait une possibilité d'interagir avec les différentes personnes, les représentants politiques qu'on a vus. Et donc, en fait, nous, c'est très simple, on leur pose la question de qu'est-ce qu'ils considèrent, on va dire, est-ce que le vélo est un élément de leur politique et important en termes de transition, et comment est-ce qu'ils le mettent en valeur dans leur pays et dans leur plan, etc. Donc en fait, on essaie d'avoir un dialogue avec ces personnes politiques. Et ce dialogue, généralement, ça commence en disant bonjour, on est le COP Bike Ride, on a fait X milliers de kilomètres, et on est là pour porter des propositions sur le développement du vélo. Que représente pour vous le vélo dans vos politiques? Et là, on a un dialogue qui s'instaure, alors qui est parfois complètement du greenwashing. Alors je ne vais peut-être pas le dire parce que c'est un peu enregistré, mais bon, on a certains moments sur lesquels mais tout va bien sur le vélo, on fait plein de trucs pour le vélo, et voilà, c'est parfois ce qu'on a entendu de pays qui ont divisé leur budget sur le vélo par 5, ont eu le cran de dire mais tout va bien sur le plan du vélo, et c'est pris en compte, alors que ce n'est pas le cas. Et puis après, on a d'autres moments sur lesquels on voit une petite lumière, on voit une personnalité politique qui se dit oui, effectivement, on m'avait parlé de ça, voilà, on sent qu'on avance un petit peu. Dans la réalité, c'est pas tant avec les personnalités qu'on rencontre, mais aussi leurs équipes, que c'est important. Et pour vous prendre un exemple concret de ce qu'on essaie de faire en ce moment, en Europe, en fait, le plan climat de l'Europe à la COP ne mentionne pas le vélo. Et donc nous, on aimerait que ce soit le cas, que le vélo soit mentionné comme un des leviers de la transition, pour qu'on ait, on va dire, cet appui européen ou cette présence européenne. Et donc c'est un travail de lobbying avec tous les pays européens pour arriver à ça. Donc nous, on est voilà, beaucoup là-dessus, de façon concrète. Et donc on va dire que à ce stade-là, donc maintenant on existe en tant qu'association, on n'est pas encore accrédité pour être officiellement dans une discussion, mais en tout cas c'est ce qu'on espère qu'on sera bientôt. Et il faut vraiment se dire que quelque part c'est quelque chose qui va se jouer au fil du temps. On n'était pas sûr à la fin de la première fois qu'on repartirait pour un ride une deuxième fois. Je crois que voilà, on a fait un ride, un deuxième ride, un troisième ride qui va se dérouler cette année. Donc pour nous, ça va être vraiment
dire, une tradition, un moment de rencontre avec les politiques, un moment de défense du vélo. Et on souhaite que voilà, ça dure le plus longtemps possible et de plus en plus sur le plus en plus de COP. Voilà. Mais c'est, on va dire, c'est du plaidoyer dans les, on va dire un peu quand, ça c'est des sujets de gouvernance, c'est un peu comme le collectif vélo du Montois quand ils interagissent avec la mairie. Officiellement, la mairie n'est pas obligée d'écouter le collectif vélo du Montois. Maintenant, par la présence, par ce que fait l'association, la représentativité, et au bout d'un moment, ça on finit par se faire entendre et on finit à considérer comme un interlocuteur. Voilà. Est-ce que vous savez si votre message a été entendu et porté par des politiques français, locaux ou nationaux, et s'il y a des démarches qui ont commencé à être mises en place suite à celui-ci? Alors, on va dire sur la France, en fait, voilà, sans rentrer dans trop de détails, mais on a été bloqué par un message qui est en fait une fin de non-recevoir, qui est tout va bien sur le vélo en France. Donc quand on est dans une situation comme ça, c'est un peu compliqué d'agir. Alors, ça ne s'arrête pas là parce que c'est un angle d'attaque, ça veut dire que effectivement, on a ce type de message qui veut dire qu'on n'est pas prêt à s'investir plus sur le vélo, en tout cas que les interlocuteurs politiques ne sont pas prêts à le faire. Vous savez, voilà, c'est une situation qui vient de plein d'endroits, du ministère des Transports, du ministère de l'Environnement, des équipes qui travaillent dans ces ministères. Donc, voilà, mais bon, ça va changer, on a l'axe du temps qui est là pour nous. Vous avez eu dans ce film en fait ce qui avait été fait sur le fameux plan vélo par Olivier Schneider de la FUB à l'époque. Voilà, là il y avait une super dynamique, du vent dans le dos, c'était le bon moment, toutes les étoiles se sont alignées. Voilà, les étoiles se sont désalignées depuis, mais je suis confiant qu'elles vont se réaligner. Je crois que ça aussi c'est une question que pose à un moment Edelaine la hollandaise dans le film. Elle dit effectivement on se lance et on n'a pas de succès, on a peu de chances d'aboutir, on ne sait pas si on va aboutir, on a plein d'obstacles. Et je crois que c'est ce qui caractérise au final notre identité ou nos valeurs à l'intérieur du Cop Bike Ride, c'est on ne sait pas si on va y arriver, mais en tout cas on fait l'effort et on est présent pour ça. Et je crois que c'est finalement, c'est sans doute vrai de toute démarche, toute initiative de transition. À un moment, on ne sait pas si on va y arriver. C'est compliqué. Là, en ce moment, c'est très compliqué, à la fois sur le plan environnemental et sur le plan du vélo. Mais voilà, on va y arriver. En tout cas, on fait les démarches pour y arriver. Et puis voilà. Et puis là, moi, je suis convaincu que c'est un mauvais alignement et que de toute façon, avec le temps, si on est présent et si on persiste, on va finir par venir à nous. Et alors ça pose un autre sujet, ce que vous dites, c'est la question de comment on obtient des résultats et qui obtient des résultats. C'est très compliqué à un moment. Les résultats, ils viennent d'un réseau, d'un faisceau de choses qui sont mises en place au niveau de la Fédé, au niveau des associations, au niveau des individus. Quand vous êtes dans une critical mass, quand vous êtes par exemple dans la convergence de MDB, j'espère que voilà, vous serez nombreux cette année, voilà, vous amenez votre grain dans cet énorme édifice qui est la défense du vélo en France. Et voilà, et donc l'ensemble de tout ça fait qu'on va y arriver, et puis voilà, on aura plus de subventions, plus de moyens, et même c'est assez... on peut se dire que c'est compliqué, mais en fait j'en parlais avec un élu de la ville de Paris, et il me disait ça y est, la bataille est gagnée, c'est joué. Et c'est vrai qu'à l'échelle de Paris, c'est arrivé à un niveau de masse critique pour le coup, sur lequel ça ne reviendra pas en arrière. Même s'il y a un élu, le prochain ou la prochaine maire de Paris en décide autrement, voilà, il y a trop de vélos maintenant, il y a un trafic, il y a 20 000 vélos qui passent tous les jours au boulevard de Sébastopol. Chapeau si il ou elle arrive à diminuer ça. Là, en fait, on arrive
exactement en fait à ce qui s'est passé, ce que vous voyez sur les voitures, parce qu'à un moment, donc Stein l'explique sur les voitures, il dit en fait si vous rajoutez de l'espace pour les voitures, en fait finalement vous n'avez pas résoudre le problème, vous avez au contraire amené de plus en plus de trafic. Et en fait ce qui s'est passé au niveau du vélo, c'est que maintenant à Paris vous avez un tel trafic que d'une part vous ne pouvez pas le diminuer quand bien même vous souhaiteriez, et puis en plus, plus vous en rajoutez, plus il y en a. Donc on est vraiment dans une démarche positive par rapport à ce paradoxe de Brest. Voilà, mais bon, ça c'est l'exemple de Paris, puis après on a l'exemple de toutes les villes qu'on connaît, et toutes les difficultés, par ailleurs, à la fois en ville d'ailleurs, et à la fois en campagne. Voilà. Merci. Alors moi déjà j'ai été très heureuse de voir ce film. Je trouve que c'est une belle aventure citoyenne, de rencontre, puis l'idée de traverser plein de pays. Je trouve que le vélo peut symboliser aussi beaucoup de choses et je suis très touchée par ça. Et du coup j'en veux plus. Qu'est-ce qui s'est passé l'année d'après ? Alors, sur ce qui se passe l'année d'après, je vais peut-être... en fait, ce qui se passe, c'est qu'on est en train de faire le film de l'année d'après. Ouais, Ce que je vous propose, c'est d'être un peu acteur de ce film de l'année d'après, parce que, en fait, je voudrais être dans une situation, il se trouve qu'on a des moyens de tournage, comme si on était au début de l'année d'après. Donc, je réserve votre question pour juste après, et on va se mettre dans une situation d'enregistrer ça, comme si on allait passer à l'année d'après, et au passage, je vous raconterai l'année d'après. Et pour conclure aussi, je terminerai en vous racontant cette année, parce que donc il y a eu l'année dernière, mais il y a aussi ce qui va se passer cette année, sur lequel, si vous êtes sensible à ce genre d'expériences qui pour moi vont au-delà de l'aspect, c'est vraiment à 360 en fait. Quand on est dans le Cop Bike Ride, on est pris sur un plan politique, sur un plan humain, sur un plan sportif, et c'est ça qui rend le truc vraiment génial. Et dans notre com, parfois on l'a pas assez pris en compte, c'est-à-dire qu'on a un message qui est très politique, on a un message, il y a des milliers de kilomètres, mais derrière il y a une expérience humaine qui est invraisemblable. C'est une façon de faire du vélo et de rencontrer les gens, que vous connaissez d'ailleurs forcément. Vous avez fait pour nombre d'entre vous la balade à vélo, c'est des moments super sympas, on discute, on rencontre les gens. Bon, le Cop Bike Ride c'est ça, mais bon, à l'échelle de plus. Sachant que de toute façon aussi, il faut savoir ceci dit que vous n'avez pas besoin de faire 6500 km pour faire le Cop Bike Ride. Les gens sont les bienvenus sur une journée, sur une semaine. Vous venez, mais je vous raconterai la version de cette année pour conclure son détail. Bon, j'attendrai. Voilà, ça arrive. Est-ce que vous posez des questions? Est-ce que vous avez des interrogations sur le plan, sur comment ça fonctionne, le plan financier, Oui, toute la logistique, ne serait-ce que la logistique pour organiser d'un pays à l'autre. Comment est-ce que ça se goupille? Ce qui est super sympa là-dessus, c'est qu'en fait, on a surtout en 2024, on avait zéro budget. On n'avait pas d'argent du tout. Et ce qui est très sympa, et en fait, ça va être le thème du film qu'on fait sur cette année, c'est comment on démarre en fait quelque chose comme ça, comment on se dit, ça serait bien que ça existe, et comment moi, individu, et puis groupe d'individus, on peut faire quelque chose pour la transition. Et ce qui est dingue, c'est que en fait, vous démarrez comme ça avec 2-3 bricoles ou 2-3 briques, vous démarrez avec un site web, vous démarrez avec une page sur les réseaux sociaux, et vous pouvez arriver à un truc de dingue en termes de portée, de logistique, et tout ça sans argent. Donc c'est assez... comment ça marche sur la bonne volonté. Pierre, tu vas nous dire quel salaire de rêve tu touches pour être président du collectif Vélo du Montois, mais je veux dire, c'est ça qui est dingue, c'est qu'en fait on arrive, en prenant chacun de notre temps individuel, le soir, le week-end, on arrive à monter des trucs comme ça. Et il y a eu un côté international aussi qui est très vite venu, c'est-à-dire que ça n'aurait pas fonctionné si on avait été 2-3 personnes en France. En fait, il y a eu des relais qui se sont retrouvés dans cette cause, en fait, petit à petit. Et
puis après, ce qui se passe aussi, c'est que les gens changent. À un certain moment, il y a quelqu'un qui va beaucoup s'investir sur une année, moins l'année d'après. Et puis le nombre en fait, au fur et à mesure de la notoriété du Cop Bike Ride, on arrive à avoir d'autres personnes qui se portent volontaires et qui aident à la logistique de ça. Parce que c'est vrai que la logistique est de plus en plus complexe. Alors, moi j'ai une remarque et une question. Je te remercie aussi pour ce film que je trouve de grande qualité et passionnant pour plein d'aspects. Aussi le fait d'avoir mis en lumière des sujets très concrets. On veut des stationnements devant telle gare, où on voit la dame qui montre on veut des stationnements pour les vélos cargo. C'est très concret, c'est très local. Et en même temps, ce jeu d'échelle où les décisions peuvent être prises à l'échelle internationale, où plein de pays se rencontrent, où c'est des politiques. Et moi, c'est ce que j'aime bien aussi dans ce militantisme, dans cet engagement, c'est qu'on parle de choses très concrètes, mais en même temps, les décisions sont plus larges. Le fait aussi d'avoir connecté les associations, on est dans le monde des réseaux sociaux, où on sait ce qui se passe dans le monde entier grâce à Internet, mais là, vous avez réussi à connecter concrètement et humainement les associations entre elles, et c'est très beau. Moi, j'ai une question, c'est pour le voyage, comment vous avez fait comment tu as fait pour rentrer en Azerbaïdjan, parce que je ne sais pas si j'ai raté quelque chose, mais on ne sait pas vraiment pourquoi tu as eu l'autorisation de rentrer dans ce pays. Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé pour que... En fait, je ne sais pas, à ce jour, j'ai toujours pas la réponse. C'était un truc de dingue. C'est-à-dire qu'on a essayé de plein de façons, mais vraiment plein de façons, en passant par l'Allemagne, en passant par... parce que forcément, donc, il y avait des Français, et donc il y avait notamment moi, et on sentait bien qu'il y avait c'était quand même français au départ comme initiative, donc l'Azerbaïdjan, il voulait vraiment pas de nous. Et en fait, on s'est pris une quantité de murs invraisemblables. Pourquoi? Parce que creuser un petit peu, puis je sais pas, ils voyaient, tiens, ce type, c'est du montage, c'est un Français, donc ils sortent, on ne veut pas de cyclistes, on ne veut pas du Cop Bike Ride dans le pays. Et on a essayé plein de façons, et en fait, on a réalisé après coup que celle qui a marché, c'était celle qui ne parlait pas du tout du Cop Bike Ride. Et en fait, on est rentré avec Ali, ce cycliste égyptien, qui lui était venu d'Égypte vers la COP. Et donc lui, en fait, avait pris un contact auprès des officiels de la COP qui étaient derrière. Il y avait très vite l'Azerbaïdjan en tant que gouvernement. Et eux avaient dit, oui, on comprend votre démarche. Super de venir en Azerbaïdjan, enfin venir pour la COP à vélo, ça fait beaucoup de sens. Donc on va vous faire passer la frontière. Et donc ce cycliste égyptien, il me dit ça, moi j'ai des contacts 4 mois avant, je vais pouvoir passer, etc. Donc c'était une des pistes, moi j'avais pris contact avec lui par hasard sur les réseaux sociaux, et c'était une des pistes, et peut-être sans doute pas la piste qui semblait la plus prometteuse, et j'entretiens le contact avec lui comme ça, et toutes les pistes ne marchent pas les unes après les autres, et Ali continue, cet égyptien continue à me dire, c'est bon, je vais passer. Et donc, alors après, il se trouve que ce jour-là, il n'est pas passé parce qu'il y avait un problème, mais à un moment, il me dit écoute, c'est bon, Guillaume, vous allez passer. Et là, donc c'est assez bizarre parce que alors certes, on lui a donné nos passeports, donc il a bien nos noms. Moi, je me dis, je suis français dans le truc, c'est quand même super bizarre qu'il m'accepte, moi aussi, en plus. Et voilà, il se passe ce qu'on a dit dans le film, c'est-à-dire que Ali nous dit, voilà, soyez partis à 14h au poste de frontière Intel et vous allez passer. Et comme ça, sans visa, sans papier, etc., on arrive à passer. Et donc on y va, on n'y croit pas beaucoup, et puis on se présente, et là, il y a quelqu'un au poste frontière qui appelle son homologue de l'autre côté, enfin le géorgien qui appelle l'Azérie, et le géorgien lui dit d'abord, non, ne passez pas, la frontière elle est fermée, donc... Et là, on me dit, appelez, vous allez voir, etc. Il appelle, et effectivement, il soit une réponse positive. Et ils ouvrent ce poste de frontière qui est désert, il n'y a personne qui passe. Et donc, ils ouvrent, et on passe avec nos vélos. Et là on se dit, oui, en fait, c'est en train de marcher. Et on arrive au poste Azérie, donc désert de gens qui passaient, mais pas désert de personnel de la frontière, de policiers et de douaniers qui étaient toujours payés et qui étaient là, on ne sait pas pourquoi. Et on se retrouve entouré, il y a une douzaine de personnes qui sont autour de nous,
autour des vélos, etc. Et là, je me dis, waouh, c'est un peu chaud là, parce que j'ai bien vérifié dans mes sacoches que je n'avais rien d'illégal, etc. Et là, donc on se met à passer le truc, et là, je me dis, ouais, ça craint quand même, parce que là, s'ils veulent prendre quelqu'un au hasard parmi les 3 qui sont passés, ça va être le français, et voilà. Alors, ce qu'il faut savoir sur les Français, c'est que, en fait, dans l'été, avant qu'on y aille, donc il y a en fait 3-4 Français qui sont allés en prison pour des... Il y en avait un qui avait fait des graffitis, bon certes il le méritait, puis les autres c'était juste peut-être du client, ils sont allés en prison parce que l'Azerbaïdjan voulait marquer le coup, en tout cas un plan diplomatique vis-à-vis de la France. Donc je rentre dans ce un peu, là je commence à sentir des policiers azéris tout autour de moi et me dire ça c'est un peu chaud, et finalement ça se passe. Et donc vous voyez ce moment dans le film où je suis passé, et donc ce qui est... Donc finalement, pour répondre à la question, c'était bel et bien cet Ali qui s'est présenté aux gens de la COP. Les gens de la COP ont dit tiens, un gars à vélo et on le laisse passer. Et toutes les autres pistes qu'on avait cherchées, c'était des pistes sur lesquelles on mettait en avant le COP Bike Ride, et c'était tagué français et c'était refusé. Et là, c'était malheureusement, ça peut sembler simple, mais en fait, c'est produit un truc assez dingue, c'est que donc 2 jours passent, on rentre dans le pays. Et là, en fait, je vais checker un truc sur le site web du COP Bike Ride pour, voilà, j'ai besoin d'une info qui était sur le site. Et donc, je tape le nom du site. Et là, en fait, je m'aperçois qu'il était bloqué. Donc, je m'aperçois 2 jours après, alors qu'on est en train de se balader en Azerbaïdjan, qu'il y a une démarche du gouvernement azéri pour bloquer le COP Bike Ride et le bloquer non seulement, bien sûr, en ne laissant pas passer la frontière, mais aussi en interdisant le site et en interdisant voilà, notre présence sur Internet en Azerbaïdjan. Et là, je me dis, waouh, mais en fait, j'ai peut-être fait une connerie, parce que je suis rentré avec Ali sans qu'il se rende compte. Il y a peut-être quelqu'un qui ne s'est pas rendu compte et qui m'a laissé passer. Et là, là j'ai vraiment flippé, parce que je me suis dit, on est persona non grata, et je suis persona non grata particulièrement dans ce pays, et qu'est-ce qui va se passer ? Et donc après, ça a été un stress continu, parce que j'avais toujours mon badge de la COP avec moi en me disant c'est un peu un truc qui va me protéger si jamais il se passe quoi que ce soit, je peux dire que je suis là pour la COP et ça m'aidera. Mais ça a été hyper stressant, parce que... Et en fait, je me suis dit à un moment, ils vont me cueillir, parce que j'avais rien sur moi, mon passeport n'était pas tamponné, j'avais pas de visage, j'étais... une situation parfaite d'illégalité en fait pour recueillir quelqu'un et le mettre en prison. Voilà, donc après se passe la COP, en plus dans une ambiance horrible où l'ambassade française avait dit à tous les ressortissants français d'être prudents, on était en boucle sur signal pour se tenir au courant s'il se passait quoi que ce soit, donc c'était vraiment une ambiance délétère. Et puis la COP passe, et puis à un moment, je me dis il faut vraiment que j'arrive à partir avant la fin de la COP, parce que la fin de la COP, tout le monde sera perdu, et si jamais sera parti, et si jamais il y a besoin de faire une action, et en tout cas de faire appel, il n'y aura plus la structure de la COP. Et donc j'ai tout fait pour partir avant le dernier jour de la COP. Voilà, et puis après il y a d'autres péripéties, j'ai failli ne pas y arriver, mais en tout cas j'arrive au poste frontière, et donc en arrivant au poste frontière de la sortie, donc même chose, en fait il n'y avait personne qui passait, donc c'était un peu désert. En fait je m'approche vers le garde frontière, et en m'approchant en fait, il fait ça avec les bras. Donc ça veut dire non, vous ne passez pas, quoi. Et donc il fait ça, je me dis waouh, alors là ça va vraiment se compliquer. Et je m'approche quand même, et là je réalise qu'en fait il faisait ça parce que ce qui se passait, c'était ma collègue Yolaine était en train de prendre des photos du poste frontière en souvenir. Alors moi j'ai des furax parce que je prends des photos de la frontière. Ouais. Et donc je rentre dans un couloir, et là ça se termine pas, parce que donc on arrive au passeport, et donc les 2 gars sont en train de regarder les passeports, et donc ça a l'air normal. Et puis je vois un gars sortir d'un bureau à côté avec, pour le coup, une vitre sans teint, comme dans les films. Et il sort, et il commence à parler avec les 2 gars avec les passeports, et il est au téléphone avec quelqu'un d'autre. Et donc il parle en azéri, il regarde nos passeports, il est sur son téléphone, il parle à quelqu'un d'autre. Il dit bon bah ok, là ça y est, c'est l'heure. C'était le truc que je voulais pas qui est en train de se produire. Et il parle à quelqu'un, et puis il nous pose des questions, il nous dit voilà, vous êtes là pourquoi, pour la COP, etc. Et puis voilà, il se passe
quelques secondes, puis il se tourne vers ses collègues, il leur retend nos passeports, et il leur dit sans doute que c'est bon, et là c'est tamponné et on sort. Donc voilà, beaucoup de flips. Et pour répondre à ta question, en fait, je ne sais pas qu'est-ce qui a marché, il y a quelque chose qui a marché, il y avait une façon de le faire, et que cet Ali est tombé dessus, et voilà. Mais c'était vraiment étrange. Donc les coms de la presse, c'était plus simple. J'ai un petit... avant quelqu'un, est-ce que quelqu'un a une autre question? Sinon, j'ai un petit jeu à vous proposer. Tu es rentré en vélo jusqu'à Paris? Alors, je suis rentré en train-bus, ouais. Pas en vélo. En revanche, j'ai quelqu'un d'autre qui arrive. Ah oui, pardon. En revanche, j'ai quelqu'un du rail qui s'appelle Antoine, qui est revenu en fait de la frontière des Baïs en Azerbaïdjan, il est revenu de la frontière géorgienne en vélo jusqu'en France. Et après, il est allé au Brésil. Donc, il a fait un trajet de dingue. C'est celui qui avait perdu son boulon, là? Oui, exactement, c'est lui, c'est Antoine. Voilà. Donc, alors je vais vous faire jouer un petit peu notre jeu traditionnel. Est-ce que quelqu'un peut avoir un compteur de temps? Il faut juste chronométrer, si quelqu'un peut prendre son téléphone et chronométrer. On va faire le jeu qu'on fait, le jeu de Cop Bike Ride traditionnel. Quelqu'un, voilà. Donc il faut juste, on va compter en fait 30 secondes. Et pendant, pardon, c'était 30 secondes. Oui, 30 secondes. On va compter 30 secondes et pendant 30 secondes, on va essayer d'arriver à trouver le nombre maximum de raisons pour faire du vélo. Donc pour me donner une raison, vous levez la main et puis je vous donne la parole, vous donnez la raison, vous allez très vite parce que le plus de raisons possible en 30 secondes. Et attention, c'est parti, je ne vais pas vous laisser trop le temps de réfléchir, mais pourquoi on sait bien faire du vélo. 3, 2, 1, partez. Réduire le budget de notre ménage. Conserver la santé pour notre santé. La liberté. C'est rapide. Le silence. Oui. Pollution. Oui, bravo. Se faire plaisir. Oui. Marguerite. Oui. Pas besoin de se garer. Oui. Pardon? Oui. Oui. Un peu, mais... Oui. Découvert plus facile qu'en voiture. Oui, pour découvrir des endroits vite. Gagner du temps. Oui, alors ça a déjà été dit, peut-être, non? C'est bon. C'est bon. Eh ben, c'est pas mal. Vous avez fait aller 8, peut-être 9, donc c'est pas mal. À votre avis, c'était quoi le score le plus élevé? Enfin, le nombre de raisons. Donc vous n'avez pas battu le record du nombre de raisons en 30 secondes. Alors on est arrivé, je crois, à 18 raisons à Ankara. Et c'était assez dingue, mais je pense que c'était le format, ou alors il s'était préparé à l'avance, je sais pas. Ou alors après, c'est vrai que les arbitres changent un peu, donc des fois on va se passer 2 raisons qui sont les mêmes. Voilà. Mais en tout cas, la morale de ça, c'est qu'il y a plein de raisons de faire du vélo. Et finalement, en fait, le climat est vu comme une des raisons, et c'est pas la raison principale. Et pour moi, en fait, c'est pas la première raison pour laquelle je fais du vélo. Mais en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que la raison du climat est une raison importante, parce que si on avance et si on fait changer les choses en raison du climat, en prenant l'angle justement de l'environnement, et l'intérêt qu'ont les pays de réduire leurs empreintes carbone, parce que c'est quand même un indicateur pour les pays, ce sujet de l'empreinte carbone, et ben en fait c'est un levier de plus pour pousser au développement du vélo, pousser à ce que ce soit présent dans les démarches de transport, et après, grâce à ça, on va se faire plaisir, par exemple. Ça, c'est génial. Voilà. Ouais. Est-ce que vous mettez sur le même plan vélo et vélo électrique ou assistance électrique, ou est-ce qu'il y a un... Non, moi je suis, enfin on va dire, moi et puis le Cop Bike Ride, en termes de... Pour nous, c'est super. Hein. L'un comme l'autre, on n'est pas des ayatollahs du vélo non électrique qui ont une empreinte carbone plus faible. C'est génial. Déjà, l'économie, la réduction d'émissions avec un vélo électrique est considérable, surtout en France. Donc pour nous, c'est tout aussi bien. Tout aussi bien, et tout aussi les bienvenus pour participer cette année à notre truc pour Esquivel. Et si l'électrique est un super facteur d'inclusion, on n'a pas parlé de ça, mais dans le film, on parle du fait justement
justement d'égalité homme-femme, donc c'est un sujet important pour nous. Et puis il y a aussi le sujet de l'inclusion des personnes qui ont des problèmes de motricité, des différents problèmes pour lesquels le vélo peut être justement quelque chose de très important. Enfin, c'est une remarque, je trouve que derrière le vélo, il y a quand même une question un peu sous-jacente et qui peut être un peu pernicieuse, c'est la performance, quoi, en fait, justement. Peut-être qu'en France, parce qu'on a aussi l'aspect course cycliste, et on voit bien qu'il peut y avoir plusieurs écoles. D'ailleurs, à Mantes-la-Jolie, on a un beau panneau Vive du vélo, et en fait, on voit en dessous, c'est parce que il y a le Tour de France qui est passé par là. Mais C'est pas parce que la en lien avec les pratiques journalières du vélo. Et du coup, il y a quand même. Il n'y a pas une schizophrénie en France, mais j'ai l'impression qu'elle est peut-être moins présente aux Pays-Bas ou je ne sais pas. Après, ils ont aussi sur le cours cycliste. Alors c'est vrai quand on regarde les grandes masses en France, on est plus sur un vélo performance, un vélo sport. Quand on regarde l'importance de la Fédération française du vélo. Alors, oui, c'est culturel, ça met du temps à changer. Comme disait Stein, à un moment, ils ont eu ce moment de bascule vers le vélo du quotidien dans les Pays-Bas qu'on n'a pas eu. C'est vrai que c'est beaucoup comme ça. Hein. Moi, les festivals vélo auxquels on va, ou en tout cas les gros festivals vélo, c'est des festivals vélo sur la performance. C'est des gars qui font 200 km en un jour, c'est de l'ultra, c'est une glorification de la performance qui est bien, qui est sympa. Moi je suis très heureux de voir des gens qui font ça, et puis moi aussi ça m'amuse. Je me dis, tiens, je vais essayer de faire 200 km en une journée parce que j'ai jamais fait ça de ma vie. Ça c'est sympa, mais c'est vrai qu'il y a une présence dans les médias, dans beaucoup de choses qui est un peu massive de la performance. Et je pense que c'est en France, mais de fait, on l'a vu aussi dans plein de pays. Dans les pays des Balkans, ils sont surtout sur le sujet du climat. Donc on a un support qui est beaucoup aussi d'un vélo de type performance. Voilà. Mais après on est très content aussi d'avoir un soutien, quel qu'il soit, même si c'est quelqu'un qui cet aspect performance. Voilà, il faut qu'on soit vraiment dans toutes les couches de la société et dans tous les types de pratiques du vélo. Et ça serait très bien d'ailleurs, juste pour terminer, cette année, on va avoir une version ultra de Cop Bike Ride. Donc en fait, on a des fous qui vont aller comme des dingues de cop en cop. Donc ils n'auront pas la même vitesse que les autres, mais ça va être sympa aussi de voir que voilà, il y a un soutien de plein de personnes. Là, il y a un truc qui me vient à l'idée. En fait, on est quand même à l'époque des influenceurs. Et en fait, j'ai jamais vu de coureurs cyclistes en fait, de haut niveau, par exemple, qui pourraient être des influenceurs, vanter les mérites du vélo au quotidien. Quoi. Eux, je ne sais même pas s'ils utilisent un vélo au quotidien pour leur déplacement. J'ai l'impression c'est quand même justement ce côté. J'ai l'impression que je vois aussi des cyclistes avec des super vélos sur des gros SUV en fait, qui vont aller. Et du coup, il y a des déconnexions des fois justement sur l'image aussi du vélo en fait, comme on disait sur phénomène de déclassement par exemple pour une partie de la population, on est déclassé quand on est en vélo parce que je pense aussi les jeunes qui attendent avec impatience leur permis de conduire pour certains, ou du coup le regard sur la voiture est quand même hyper valorisé à ce moment-là, et celui sur le vélo comme mode de déplacement l'est beaucoup moins. Après c'est une partie de la population, hein, mais j'ai l'impression de ressentir ça à certains moments en étant en vélo. T'es un loser, t'es en vélo, et du coup il y a quand même ce truc-là de l'envie du... Oui, c'est ce que disait Elie Séraphin quand il parle d'imaginaire. En fait, c'est très important aussi d'aborder sur cet aspect-là et de dire voilà, faire du vélo pour aller à son boulot, c'est cool, quoi, c'est sympa, et ça fait plein de bien sur un plan physique, mental, et c'est ça, voilà, on va dire c'est un bon geste, et ça change petit à petit, mais
Et les mentalités changent, hein. Il y a plein de trucs qui seraient passés il y a 5-10 ans et qui ne passent plus maintenant. Je veux dire, je ne veux pas pointer du doigt, mais je veux dire, les gens qui font les marioles avec les jet skis à 30 mètres de la plage, c'est plus en classe, quoi. Je veux dire, vous pouvez imaginer qu'à un moment en France, il y a 10 ans, il y avait un déclassement de la personne qui ne faisait pas du jet ski par rapport à celle qui faisait du jet ski. Alors que moi, aujourd'hui, je ne suis pas sûr que l'image des personnes qui font du jet ski en bord de plage soit très, très bonne. Ça évolue. On peut imaginer que d'autres choses vont évoluer. Ok. Bon, nous sommes tous suspendus à la question de madame. La question, d'accord. La COP 30, la COP 31. Qu'est-ce qui s'est passé? La COP 31, on va aller en Australie, non, je ne sais pas. Alors, je vais parler de la COP 31. Voilà. Alors, donc là, ça enregistre, on est d'accord, parce que ça va passer dans le... Donc, je vais vous parler de la COP 30. Alors, ne pensez pas fou, je vais vous en parler au futur, parce que ça va être des images comme si on était l'an dernier. C'est pour ça. Donc alors, le COP 30 Bike Ride. Qu'est-ce que c'est le COP 30 Bike Ride? C'est en fait un relais vélo géant de COP en COP. Donc, le but de ce relais, c'est de promouvoir le vélo en tant que moyen de déplacement au quotidien et de le faire en prenant l'angle du climat. Donc ça, c'est le but du COP Bike Ride. Et donc le COP 30 Bike Ride, en fait, c'est un relais vélo géant. Pourquoi c'est géant? C'est géant parce que ça parcourt des milliers de kilomètres. En fait, cette année, on va parcourir 20 000 kilomètres en allant donc de l'Azerbaïdjan jusqu'au Brésil. Donc c'est géant, effectivement, par le nombre de kilomètres. Le nombre de pays traversés, il y a 20 pays qui sont impliqués donc, sur le COP 30 Bike Ride. C'est dingue aussi en termes de nombre de personnes. Donc l'objectif, c'est d'avoir plus d'un millier de cyclistes cette année donc, sur le chemin. Et c'est aussi très nouveau en termes de format. Parce que, comme je le disais, c'est un relais. Et l'idée en fait, d'un relais, c'est qu'on va passer une bannière symbolique qui symbolise les 10 propositions qu'on porte pour le développement du vélo. Et donc cette bannière va littéralement être transmise de cycliste en cycliste, d'une COP à l'autre, et donc en chemin, elle va être transmise. Et donc ce sera un relais et ce sera une approche différente. Voilà. Et là, pouf, j'arrête ma petite seconde temps. Donc oui, mais tu parles de ça au futur. Oui, c'est pour ça que j'ai prévu. Oui, c'est pour la caméra. C'est pour la caméra. C'était pour la caméra. Donc maintenant, on se remet en place. Et ouais, ça, c'était l'an dernier. Donc maintenant, je vais vous parler de ce que c'était l'an dernier plus en détail. Donc en fait, on est parti de l'Azerbaïdjan. Et donc, on est allé, on a fait l'Azerbaïdjan, la Turquie, les Balkans. On a fait une branche nord qui est partie de la Hollande, qui a passé par Paris, qui a rejoint la branche principale, donc dans le sud de la France. On a fait l'Espagne, le Portugal. Et puis, suite à ça, donc, il a fallu traverser l'Atlantique. Et ça, c'était une grosse dimension du ride l'an dernier. Et donc, c'était pas évident parce que c'est coûte cher de traverser l'Atlantique. En fait, enfin, cher. C'est comme d'habitude, hein, ça ne coûte pas cher si vous allez en fait, beaucoup moins cher si vous allez en avion. Ça coûte cher, mais pas si cher que ça si vous allez en cargo. Et puis si vous allez en voilier, ça coûte très cher. Donc en fait, on s'en est sorti en ayant d'une part des financements qu'on n'avait pas d'avant, et puis en limitant le nombre de personnes qui ont eu le droit la chance de passer. Et donc l'un des cargos, il y avait un cargo à voile qui voulait nous aider au départ du Havre, et c'est ça qui a créé en fait cette branche Paris, Mantes-la-Jolie, Le Havre, la Guyane. Et donc voilà, ça s'est pas produit parce qu'on a été stoppé en fait au dernier moment par en fait le client qui embarquait ses marchandises à bord de ce cargo à voile. Donc l'armateur était OK pour prendre 2 cyclistes et leur vélo. D'ailleurs, il m'a dit au passage, bon, ben là, il n'y a que 2 vélos, donc on va prendre 60, 100. Je dis, bah oui, c'est sympa, mais malheureusement, sur les cyclistes, on ne va pas savoir quoi faire des vélos à la rue. Donc ça, c'était voilà, un moment un peu difficile, parce que véritablement, là, on était à Mantes-la-Jolie avec le collectif, et puis on était vraiment en train avec l'idée de partir, et ça ne s'est pas fait. Mais heureusement, on a quand même réussi à passer la bannière. La bannière, en fait, il y a une bannière qui a traversé grâce à ce cargo, parce que là, pour le coup, les clients, c'est pas opposé à ce que la bannière traverse.
Et donc la bannière a rejoint la Guyane. Et elle a été prise en charge par des cyclistes qui ont ensuite amené la bannière jusqu'au Brésil, jusqu'à Belém. Pendant ce temps, donc, il y a 2 cyclistes, il y en a 3, même le troisième, c'est marrant, il est arrivé 1 mois après la COP. Donc, c'est joli de côté. Et donc, il y a eu 2 cyclistes qui ont pu traverser, embarquer à Lisbonne, ont embarqué sur 2 bateaux différents et qui sont arrivés dans les temps pour la COP, qui sont arrivés à la COP et voilà, qui sont arrivés à passer les messages qu'on voulait passer. Et ce qu'on a fait aussi d'intéressant l'an dernier, c'est qu'on a introduit le concept d'engagement. Et en fait, on voulait en fait montrer un certain nombre d'engagements de ville auprès des responsables nationaux pour dire, bah, regardez, cette ville-là a pris cet engagement à l'horizon 2030. Et en fait, à titre d'exemple, vous voyez que voilà, toutes ces localités, toutes ces régions sont impliquées dans le développement du vélo. Et vous, pays, qu'est-ce que vous faites? Et en fait, on a collecté comme ça 60 lettres d'engagement signées de diverses institutions et qu'on a amenées littéralement, comme si on était des postiers, on les a emmenés physiquement à la COP. Et donc, on a eu des lettres comme ça de plein de pays qu'on a pu amener à la COP et livrer, donc remettre au président de la COP. Ou presque. Et ça, ce sera l'objet du film de l'an prochain. Vous verrez ce qui s'est passé. Et donc voilà, ça c'était l'an dernier. On a réussi à maintenir la continuité, on a réussi à emmener nos bannières, on a réussi donc, à faire un événement avec plus d'un millier de cyclistes. Et voilà, donc maintenant arrive 2026, et 2026, qu'est-ce qu'on fait? Donc la première question, c'est qu'est-ce qu'on se donne comme objectif? On était 200 en 2024, on était plus d'un millier l'an dernier, et combien on va être cette année? Alors, je vous laisse, à votre avis, qu'est-ce qu'on s'est donné comme objectif? Il faudrait d'abord savoir où on doit aller. Oui, alors, tu as raison, Pierre. C'est vrai que je vais vite parce que tu as parlé d'Australie. Alors en fait, donc, on est à Belém au Brésil, vous avez les bannières qui sont à Belém au Brésil, et donc le but du jeu c'est d'aller à la prochaine COP. Et alors la prochaine COP, en fait, il faut savoir que ça s'est décidé en novembre de l'an dernier. Il y avait une hésitation entre l'Australie et la Turquie comme lieu pour la prochaine COP. Et donc là, on était un petit peu mal parce qu'on dit voilà, si c'est l'Australie, ça va être super compliqué. Alors on allait le faire, mais heureusement, ça a été la Turquie qui a été choisie. Donc c'est quand même beaucoup plus simple d'aller du Brésil en Turquie que du Brésil en Australie. Donc ce qui va se passer en fait sur cette année sur la COP, c'est que en fait la Turquie va être l'organisateur et va assurer la logistique de la COP. Et ça va se dérouler en Turquie, à Antalya, dans le sud de la Turquie, un endroit très sympa. Et en fait, l'Australie va être le grand négociateur et l'organisateur politique de cette COP. Donc, ils ont trouvé un arrangement comme ça qui finalement nous va bien. Donc, on part du Brésil, on part de Belém au Brésil. On doit être le 9 novembre à Antalya en Turquie. Et qu'est-ce qu'on fait entre les deux? À quel moment, quelle date on part? Et combien on va être? Alors, Pierre, si j'ai bien répondu à ta question sur le fait que c'est la Turquie, à ton avis, quel objectif on s'est donné sur cette année? C'était 1000 cette année, c'est ça? 1000 l'an dernier, ouais. Alors 2000 quoi. 10 000. 10 000 2000. Oui. Moi je dis 10 000. Alors, j'ai un 10 000, j'ai un 16 000, j'ai un 3 000, j'ai un 4 000. 10 000 là-bas. Qui a dit 5 000? Quel Il y a pas mal de 5 000. Et bien la réponse c'est 10 000. Bravo. Bravo. Et on s'est dit qu'on pouvait être 10 000 parce qu'on a beaucoup plus de choses en place. Maintenant, on est potes avec le collectif Vélo du Montois, donc déjà, ça peut nous en donner combien Pierre t'en donne? Moins 7 000, ouais. La question, c'est de savoir combien de cyclistes du Montois vont aller faire partie de la bande de la... Moi, j'espère le maximum, et surtout, rappelez-vous que si vous prenez la bannière, et si vous faites partie du chemin et que vous prenez la bannière aussi, ne serait-ce que 5 minutes, juste devant, vous ferez partie du Cup Bike Ride et vous serez parmi les 10 000. Donc voilà, donc j'espère que vous serez nombreux à dire. Oui. Les étapes que vous avez faites pour aller à Bakou, là, c'était quoi, 50 km par jour? Oui, c'est ça. On est assez raisonnable. On est entre 50 et 70 par jour. Si c'est du plat, c'est 70. Si ça monte un peu, on est sur du 50. Donc c'est ça. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y a bien dû y avoir des gens en carafe.
Oui, alors il y a plein de choses. Il y a des gens qui se lancent parce qu'ils ont le courage et puis ça ne marche pas parce qu'ils n'ont pas assez de forme, etc. Donc, alors dans ces cas-là, ben, on fait le maximum, on prend les sacoches, on accompagne, on essaie de faire le maximum pour emmener la personne. Et puis il y a des gens comme ça qui voilà, pensaient qu'elle allait au bout d'un jour, et puis ils ont fait 5 jours finalement sur le Cop Bike Ride, ils y sont arrivés. Il y a eu des circonstances, il y a eu forcément des blessures, donc il y a des gens qui ont dû arrêter parce que voilà, heureusement on n'a eu que des petites blessures. Il y a eu aussi des... Oui, il y a eu de tout, et en fait, voilà, la personne fait le maximum, et en fait, voilà, s'il y a... généralement, ce qui s'est produit aussi, il peut y avoir des accidents de vélo un peu plus compliqués, ou des pannes. Une chaîne cassée, c'est dur de tenir 50 km si vous avez cassé la chaîne dans la journée, à moins que vous ayez Pierre pas très loin, vous allez être dans une situation où il va vous falloir au moins une demi-journée ou une journée avant de résoudre le problème. Donc après, ça s'est produit en 2024, la personne est allée, a pris un coup de train, elle est allée à un magasin de vélo, préparer sa chaîne, repris le train et repris le rail. Et c'est vrai qu'on est sur un timing, en fait, il faut que ça avance, hein, parce que si on n'est pas là le 9 novembre, ça ne marche pas. Donc, alors on prévoit des jours de repos, il y a un peu de boue, mais c'est compliqué de... Il y a des jours de repos parce que, en gros, c'est 1000 km en un mois. Hein, oui, c'est vrai ça, oui, enfin un peu plus. Ouais, un peu plus. C'est ça. Et il n'y a pas de voiture-balai comme dans beaucoup de manifestations. Non, il n'y a pas de voiture-balai. Ça, c'est une décision qu'on avait prise aussi au départ. On se posait la question, tiens, est-ce qu'on a une voiture-balai? Ben non, on est là pour le climat, on ne prend pas la voiture-balai. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de voiture-balai, donc il faut faire avec. Et donc voilà, donc cette année 10 000 personnes. On est en train d'avancer sur les dates. Mais pour que vous sachiez, en fait, ça va se dérouler l'été en France. Donc voilà, donc c'est pas mal, c'est les périodes de vacances, vous pouvez prendre une semaine et nous accompagner. Vous pouvez d'ailleurs nous accompagner ou organiser. Donc si vous voulez, alors l'organisation, Pierre qui ne sait pas quoi faire, tu vas peut-être m'aider sur l'organisation. S'il y a une personne qui est intéressée de rejoindre la Cop Bike Ride, j'ai les coordonnées de Guillaume et de quelques-uns. Vous pouvez toujours rejoindre via le collectif Vélo du Mantois, eh bien on peut vous mettre en relation, il n'y a pas de problème. Bon, j'imagine que ce n'est pas encore très précis pour l'instant, mais quand les choses seront précises, je fais confiance à Guillaume pour nous solliciter à ce sujet. Ouais. Voilà. Mais d'ailleurs, en termes de, voilà, si vous voulez prendre, en fait, l'idée c'est que soit vous êtes participant, soit vous êtes bénévole organisateur. Et bénévole organisateur, en fait, ça consiste à prendre une responsabilité sur un segment du trajet. Donc ça peut être 3 jours, ça peut être 4 jours, une semaine. Vous dites, moi j'assure qu'il y a une continuité de la bannière entre tel endroit et tel endroit. Donc c'est ce genre de choses aussi qui nous serait utile. Peut-être, j'ai l'impression que je conclue. Hein, je cherche pas à conclure, mais continuons. Non, mais peut-être je vais rebondir sur ce que tu disais sur l'aspect. Donc les dates, on en a parlé. Les pays, là ça va être l'inverse, donc ça va faire Belém, Portugal, Espagne. Donc si vous avez envie de faire un moment dans les Balkans, de découvrir la Turquie et tout ça peut être des choses sympas. La Turquie, ça va être plutôt au mois d'octobre, donc c'est pas forcément les mêmes dates. On pense que l'Espagne, ça va être quelque chose comme le mois de juin. Après, si vous voulez rester en contact et me suivre, alors certes, via Pierre, c'est une option. Si vous tapez Cop Bike Ride, vous allez trouver notre site. Vous êtes les bienvenus pour vous inscrire sur la mailing list. C'est très important pour nous de rester en contact parce que vous faites partie des forces vives d'une initiative comme la nôtre. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur les réseaux sociaux, donc sur le site web, vous allez aussi avoir l'Instagram, le Facebook et ce genre de choses. Voilà. Et surtout, si vous voulez continuer à être informé des activités du collectif Vélo du Mantois, n'oubliez pas de remplir un petit papillon ici à l'entrée. Beaucoup d'entre vous l'ont déjà fait. Et envoyez vos coordonnées et on vous contactera pour les prochaines activités. Je vais avoir une idée. On parlait de la
la COP 31. Il y a bien sûr cet événement, cette randonnée de la COP 31, mais s'il y a parmi vous des cyclistes, ou si vous en connaissez, des cyclistes qui sont intéressés à faire des randonnées un peu plus sportives que celles qu'on a fait cet après-midi, il y a bien sûr toujours la convergence qui se fait le 7 juin prochain. Le 7 juin prochain, on part à 6h du matin de Mantes-la-Jolie et on rejoint Paris avant midi pour le pique-nique. On se retrouve à plusieurs milliers à Paris pour fêter la convergence des cyclistes. Voilà. Est-ce que alors, avant de terminer, je vais céder la parole quelques instants à Marguerite Jiménez. Oui, mais si vous avez fini, parce que ça n'a rien à voir. Oui, mais je pense. Mais venez quand même, Marguerite. Le collectif Vélo du Montois est partenaire de Tous au Ciné, une association de Mantes-la-Ville avec laquelle nous faisons également des ciné-débats similaires à celui qu'on fait ce soir. Et Tous au Ciné vous invite mardi prochain à un film que j'aurais voulu que Marguerite vous présente, mais elle a... Venez, voilà. Oui, c'est mieux devant. Venez devant. Alors je vais passer le micro. Donc je vous remercie pour votre temps. Merci beaucoup. Comme le bike ride, suivez-nous les emails, merci beaucoup. Merci collectif Vélo du Montois. Merci au collectif 12 de nous avoir accueillis. Vous avez une salle qui est vraiment géniale. Merci. Je passe le micro à Marguerite qui dit 2 mots sur Castres. Déjà, le collectif vélo, il nous a déjà proposé de préparer ensemble des séances de ciné-club autour du thème du vélo. On en a fait 2. Là, celle dont je dois vous parler, qui a lieu mardi, n'a rien à voir. Ça s'appelle Rue Cazenec, c'est un film d'une cinéaste originaire de la Martinique, Zane Palsy, qui a maintenant un travail international. Elle a fait tourner Marlon Brando façon grande. Et son premier film, Rue Cazenec, en fait, se situe au moment où l'esclavage a cessé à la Martinique, à l'abolition de l'esclavage. Donc les esclaves qui étaient là à couper la canne, ils ont cherché du travail, il n'y avait pas grand-chose à faire à part couper la canne. Donc ils sont retournés dans les mêmes plantations où ils avaient été esclaves et se faire exploiter et abuser par les contremaîtres et les propriétaires des champs de canne à sucre, bien entendu. Et elle a choisi de présenter son film du point de vue, à travers une grand-mère qui élève toute seule son petit-fils qui est orphelin et qui refuse ce sort, qui ne veut pas que son petit-fils reste un quasi-esclave dans la misère à la plantation, et donc il va tout faire pour lui faire suivre une école, lui faire faire des études, lui faire obtenir une bourse, en quittant ce milieu, en allant en ville, et complètement démuni de tout, en se faisant des lessives, des ménages et tout, pour qu'il ait une tenue pour l'école, pour qu'il ait ceci, pour qu'il ait cela. Voilà. Donc c'est très intéressant, parce que c'est un moment de l'histoire, donc voilà, que sont devenus les esclaves, une fois qu'on a arrêté l'esclavage. Merci. Une toute dernière chose, nous entrons dans la campagne pour les élections municipales. D'ici quelques jours, il y aura un site internet sur lequel seront référencés tous les engagements des partis politiques pour les élections municipales. Et bien sûr, le collectif du Montois a particulièrement soigné la partie de Mantes-la-Jolie, Mantes-la-Ville, Limay, Magnanville, enfin toutes les communes du Montois, dans lesquelles il y a des candidats qui nous feront part de leurs engagements pour le vélo. Donc comme je vais avoir probablement toutes les coordonnées de toutes les personnes de la salle, si vous le remplissez, le papillon qui est à l'entrée, eh bien, vous serez informé de ce site pour voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose à dire, Pablo? Non.
Juste que la prochaine session des Saisons de la Transition a lieu le 12 mai, le mardi 12 mai, avec la projection du film Le Vivant qui se défend de Vincent Verzin. Et ce sera à 20h, avec une petite restauration avant, si vous le souhaitez. Merci. À tous. Merci. J'ai des players. Je vais les prendre parce que je